C'est avec un grand plaisir que je modère cette deuxième séance de formation sur l'épaule, présentée toujours par deux excellents orateurs, le docteur Diedrich et la doctoresse Ciro Giannopoulou. Je me présente, je suis le modérateur de cette séance, je m'appelle Marcel Moyen, je suis spécialiste en médecine interne générale, je suis initiateur du centre médical Vigimed à Martigny, où j'occupe actuellement essentiellement des fonctions administratrices. Les orateurs, la doctoresse Ciro Giannopoulou, spécialiste en radiologie qui travaille au sein du groupe 3R, qui a lui-même un centre d'imagerie médicale à Vigimed à Martigny. Le docteur Alexander Diedrich, spécialiste en chirurgie, orthopédie et traumatologie, médecine du sport, qui a également sa consultation à Vigimed et qui opère dans 3 centres chirurgicaux différents. Le sujet d'aujourd'hui, la capsulite rétractile, la lésion du long chef du biceps et l'omarthrose. Déroulement du cours. Après cette introduction, un webinaire de 45 minutes, une séance de questions et réponses d'environ 10 minutes. Il est très important que vous coupiez votre micro de votre ordinateur et encore plus important que vous posiez vos questions sur le chat en ligne. Après le cours, vous allez recevoir par email un questionnaire d'évaluation. Après avoir rempli ce certificat, vous allez recevoir un certificat de participation automatiquement par email. Je vous souhaite une bonne formation et je donne la parole aux orateurs. Merci de votre attention. Chers collègues, chers physiothérapeutes, chers TOA, nous passons donc à la deuxième partie de cette webinaire sur l'épaule douloureuse et je vais vous faire un nouveau petit examen clinique avec des examens supplémentaires pour ces 3 différentes pathologies. Donc la capsulite rétractile, il est important surtout d'examiner la mobilité de l'épaule. Elle est réduite, souvent les patients n'arrivent pas à bouger plus que 80-90 degrés et compensent tout de suite avec l'omoplate. C'est surtout la rotation qui nous donne un bon indice pour voir aussi le degré et pour retrouver cette pathologie. Ici, il faut faire attention, la mobilité active et passive, les deux sont réduites. Souvent, la rotation elle reste bloquée et bien sûr, il faut comparer avec l'autre bras. Mais quand vous avez une image comme ça, et ce n'est pas seulement en actif, mais aussi en passif, que le bras est bloqué, déjà, vous avez un bon indice qu'ici, il s'agit d'une capsulite rétractile. Après, les pathologies du long chef du biceps. Le patient, en général, il dit tout de suite, si vous lui demandez où il a mal, il montre avec le doigt où il a mal, au niveau de la gouttière bicipitale. Après, il y a le PAMAP test qu'on a déjà vu la dernière fois, qui est bien sensible, mais peu spécifique. Les patients décrivent une douleur. Quand c'est postérieur, c'est déjà autre chose. Après, le test le plus spécifique, c'est le O'Brien test, où on amène le bras en adduction et avec le pouce vers le bas et on demande au patient de résister. Là, il décrit une douleur. Avec ce mouvement, on a enroulé le biceps, donc on fait une tension sur le biceps. Le test n'est pas encore fini parce que maintenant, il faut ouvrir la main, ouvert, et refaire le même test. Et là, le patient, il a plus mal. C'est seulement dans cette situation que le test est positif. Après, il y a encore le speed test, d'autres tests, mais avec le O'Brien test, vous avez déjà des bonnes informations. Pour l'arthrose, nous pouvons aussi avoir une diminution de la mobilité, donc c'est important après faire la radiographie, donc on a directement le diagnostic. Et nous allons donc aussi documenter la mobilité, etc. et les tests de la coiffe que vous avez maintenant bien appris pour savoir si la coiffe est compétente et aussi tester le nerf axillaire. S'il y a une
un déficit de sensibilité où le patient n'a pas de force en abduction, ou plus facilement encore, quand il est très douloureux, on peut juste laisser pousser le coude vers derrière. Là aussi, on va activer le deltoïde. Donc un petit briefing sur des tests spécifiques pour ces pathologies que nous allons voir maintenant plus près, avec d'abord la collègue Aphrodite et l'imagerie, et puis moi avec le traitement. Bonjour chers collègues, dans cette deuxième partie de la présentation sur l'épaule douloureuse, on va aborder les pathologies qui touchent l'intervalle des rotateurs cette fois-ci, et notamment la capsule rétractile et les lésions du long chef du biceps. Et on va finir par parlant de l'imagerie dans les cas d'omarthrose. Pour la capsulite rétractile, on a vu que c'est principalement un diagnostic clinique, mais il y a des cas où il est difficile cliniquement, surtout dans les phases précoces de la maladie, et également quand il coexiste d'autres pathologies de l'épaule. Dans ces cas-là, l'imagerie peut venir en aide, et notamment l'examen de choix, c'est l'IRM. À l'IRM, la capsule rétractile touche l'ensemble de la capsule, mais principalement le ligament coracohuméral, qui est une structure curviligne entre le processus coracoïde et la tête humérale. Et on la voit très bien sur les images sagittales de l'IRM parce qu'il est entouré de graisse au niveau de l'intervalle des rotateurs. On a également la structure qui est également touchée lors de la capsule rétractile, c'est le triangle graisseux sous-coracoïdien, que c'est une place graisseuse sous le processus coracoïde et le ligament coraco-huméral. Et une autre structure qui est touchée, c'est la capsule axillaire, qui est formée principalement par le ligament glénohuméral inférieur et qui est mieux visible sur les images coronales. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les cas de capsule rétractile à l'IRM? On voit un épaississement du ligament coracohuméral qui a une grande spécificité, mais plus faible sensibilité. Le ligament, il ne doit pas être supérieur à 3 mm. À partir de 4 mm et plus, c'est un signe diagnostique de capsule rétractile. Là, on voit l'image normale du ligament et là, on voit le ligament épaissi dans un cas de capsule rétractile. Une autre chose, le ligament, il peut être normal et fin comme ici, mais on a une infiltration de la graisse sous-coracoïdien, le triangle graisseux sous-coracoïdien, comme on voit ici, et également de l'intervalle des rotateurs, ça c'est le long chef du biceps, et là on a l'infiltration de la graisse autour. Là c'est l'image normale justement avec le triangle graisseux normal. Le plus souvent, ça, on le voit dans les premiers stades de la maladie et il n'y a pas d'association de cette infiltration avec la péjoration clinique. Après, un autre signe, c'est l'épaississement de la synoviale de la capsule axillaire et du ligament glénohuméral inférieur. Quand on voit sur ces images, là, on voit que c'est très épaissi. On peut avoir un hypersignal en pondération T de Fadsat à l'IRM, comme on voit ici, le plus souvent proche de l'insertion humérale. Et ça, c'est souvent associé à des limitations de l'amplitude des mouvements cliniquement. Là, on a l'image normale du ligament et là, on a les deux cas pathologiques. On peut sinon aussi avoir souvent une atteinte de l'ensemble de la synoviale et de la capsule articulaire avec un œdème des parties molles périarticulaires, comme dans ce cas ici. Dans la sensibilité de l'IRM, ça rajoute l'injection de produits de contraste parce que sur les images post-injection de gadolinium, on a un important rehaussement de la synoviale et plus particulièrement au niveau de l'intervalle des rotateurs et du ligament glénohuméral inférieur de la partie axillaire de la capsule comme on voit sur ces images.
La capsulite rétractile peut être associée à d'autres pathologies de l'épaule. Elle peut être une complication de déchirure de la corde rotateur, comme ici, on voit là aussi la capsulite rétractile, ou ici on a cette tendinopathie fissuraire avec l'épaississement de la capsule axillaire. Elle peut être secondaire à une opération et influencer la réhabilitation et le traitement chirurgical. Il faut faire attention à l'IRM. On peut avoir, en cas de capsulite rétractile, un hypersignal du bourrelet glénoïdien supérieur qui est associé à l'inflammation de la capsule et qui ne correspond pas à une déchirure. On voit que ça se normalise au décours de la capsulite rétractile. À l'échographie, on peut également avoir des signes de capsulite rétractile sous forme d'une infiltration autour du tendon de lion-chef du biceps avec hyperémie en Doppler couleur, mais malheureusement, c'est peu sensible. C'est très spécifique, on le voit, mais on ne le voit pas souvent. On passe maintenant aux pathologies du long-chef du biceps et je commence par l'anatomie du tendon. Le long-chef du biceps, il prend son origine d'habitude au tubercule subarachnoïdien et le bourrelet glénoïdien supérieur. Il a une position horizontale intra-articulaire avec la gaine tendineuse communiquant avec l'articulation. Par la suite, il fait une angulation de 30 à 40 degrés pour entrer dans la gouttière bicipitale. À cet endroit, il est soutenu par la poulie qui est formée par le ligament coracohuméral en superficie, le ligament glénohuméral supérieur en profondeur qui fait le plancher, et également par des fibres provenant du tendon du sous-scapulaire et du sus-épineux. L'ensemble de ces structures forme la poulie du biceps. Par la suite, il entre dans la gouttière bicipitale où il est retenu par le ligament huméral transverse qui est également formé par les mêmes structures, principalement par les fibres tendineuses du sous-scapulaire et le ligament coracohuméral, mais également par le ligament glénohuméral supérieur et quelques fibres du tendon du supraépineux. Le diamètre du tendon du long-chef du biceps, il ne dépasse pas les 5-6 mm et ça fluctue selon le niveau du tendon et sa longueur est d'environ 10 cm. Il y a une zone d'hypovascularité à 1,2 à 3 cm de son origine et c'est là qu'on a la plupart des déchirures tendineuses. Et le tendon du long-chef du biceps, il est énervé par un réseau de fibres sensorielles, un riche réseau de fibres sensorielles et sympathiques qui sont plus nombreuses au niveau de son origine et ça c'est lié à la pathogénèse de la douleur. L'échographie, alors quelle technique on utilise pour explorer le long-chef du biceps? L'échographie c'est une technique très performante mais plutôt pour la portion verticale du tendon. Pour voir analyser la portion horizontale du tendon, c'est mieux d'utiliser l'IRM ou l'arthro-IRM, qui sont l'examen de choix. Bien sûr, ça nécessite une bonne technique de coupe fine et une acquisition en position de rotation neutre ou légère rotation externe de la tête humérale. Quand l'IRM ou l'arthro-IRM sont contre-indiqués, l'arthro-CT peut également donner un bon diagnostic. Il a l'avantage d'une résolution spatiale élevée, plus que l'IRM même, mais malheureusement, il ne permet pas la détection des altérations de la substance du tendon. Malheureusement, le long-chef du biceps, il a beaucoup de variantes anatomiques qui peuvent poser des problèmes diagnostiques. Il peut avoir une origine aberrante, une origine bifurquée, ou on peut même avoir un tendon bifide. Le biceps accessoire est particulièrement courant dans 9 à 22% de la population. Et son origine est variable, il peut provenir de la capsule, des tubérosités, du processus coracoïde ou de l'humérus. Par contre, la génésie du biceps est exceptionnelle et d'habitude liée à un syndrome polymalformatif. Ici, on a deux exemples. Là, on a une insertion aberrante du long-chef du biceps où on le voit dans la gouttière bicipitale. Et après, on le suit.
jusqu'à la capsule antérieure et le tendon du supraépineux. Il ne va jamais jusqu'à la glène et le bourrelet glénoïdien supérieur. Et dans ce cas-là, on a un chef du biceps accessoire qui mime une déchirure longitudinale du tendon. Là, on a le tendon normal. Là, c'est le tendon accessoire que si on le suit, il s'insère sur la capsule articulaire et le tendon du sus-épineux, ici sur le coronal et ici sur l'image sagittale. Les tendinopathies du long chef du biceps sont assez fréquentes. Ils siègent principalement dans la portion horizontale du tendon ou dans la zone de réflexion. Les atteintes de la portion verticale sont en général associées à des lésions plus proximales. La tendinopathie du long chef du biceps est souvent associée à un conflit de l'épaule ou à des syndromes d'instabilité ou à une friction due à des mouvements répétitifs. Il est très souvent associé à des ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs. Dans plus de 50% des cas de rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs, on a une tendinopathie du long chef du biceps. Et dans plus que 70% des cas de rupture transfixiante, il y a une tendinopathie du long chef du biceps. À l'imagerie, les critères pour diagnostiquer une tendinopathie du long chef du biceps, c'est une augmentation du calibre du tendon, comme on voit sur cette image ici axiale de l'échographie, une irrégularité aussi de la surface articulaire. Ici, on voit sur cette image coronale de l'IRM l'épaississement également de sa portion horizontale et également une anomalie de signal du tendon, qu'on voit aussi sur cette image sagittale de l'IRM. Il faut faire attention à l'endroit où on a l'angulation du long chef du biceps. On peut avoir des artefacts d'angle magique à l'IRM, du coup avec un hypersignal qui est dû à l'artefact et pas à une tendinopathie du tendon. Un cas particulier de tendinopathie du long chef du biceps, c'est le biceps en sablier, qui se caractérise par une hypertrophie de la partie distale de la portion horizontale du tendon et est accompagnée d'un défaut d'engagement du tendon dans la gouttière bicipitale lors de l'abduction du bras. À l'IRM, on voit une importante hypertrophie et hypersignal du tendon de sa portion horizontale avec un aspect normal de sa portion verticale. Les déchirures du long chef du biceps interviennent très rarement au cas d'un tendon normal. Par contre, elles sont fréquentes en cas de dégénérescence tendineuse. D'habitude, elles ont lieu dans la zone qui sont hypovasculaires, à 1,2 à 3 cm de son origine. Elles se caractérisent en imagerie par une diminution soudaine du calibre de tendon et une irrégularité de son contour. On peut également avoir des déchirures interstitielles longitudinales qui ont un aspect d'un clivage intratendineux comme sur cette image-là. La déchirure complète, on la voit elle survient d'habitude dans la gouttière bicipitale ou juste en amont. Et elle est souvent suivie d'une rétraction tendineuse avec le signe de Popé cliniquement et par un soulagement étonnamment des douleurs. À l'imagerie, on a une gouttière bicipitale vide et son tendon du biceps luxé médialement. On voit sur cette image la gouttière vide, le tendon qui est rétracté caudalement et la même chose, on voit le tendon rétracté, là, il y a pas on ne le voit pas, le tendon, il est déchiré proche de son insertion. Un cas particulier des lésions du long chef du biceps, c'est ceux qui ont lieu à l'origine du tendon. Celles-ci, elles sont souvent liées à des lésions du bourrelet glénoïdien supérieur, parce qu'une déchirure du bourrelet glénoïdien supérieur affaiblit le long chef du biceps qui s'insère à cet endroit et peut souvent être accompagnée par une fissure longitudinale du long chef du biceps, comme on a dans ce cas-là. On passe à une autre catégorie de lésions du long chef du biceps, à l'instabilité du biceps. Comme on a vu, le long chef du biceps, il est retenu à sa
place lors de son angulation par la poulie, qui est constituée par le ligament coracohuméral superficiellement et le ligament gléno-huméral supérieur en profondeur, formant comme ça cette poche autour du long chef du biceps. À ceci contribuent bien sûr les fibres tendineuses du sous-scapulaire et du supraépineux, comme on a sur cette image après axiale. Ici, on a au niveau de la gouttière bicipitale le ligament huméral transverse qui retient le tendon et qui est aussi formé par les mêmes structures. Quand on a une déchirure du coup des structures ligamentaires ou des structures tendineuses qui forment la poulie et le ligament huméral transverse, on a la luxation du long chef du biceps. Le plus fréquent, c'est quand on a une déchirure partielle non transfixiante du tendon du sous-scapulaire et du ligament gléno-huméral supérieur avec une luxation intratendineuse du long chef du biceps, comme on a sur cette image de l'IRM et sur cette image de l'échographie. La gouttière est vide et le tendon il est là. Et quand il y a une déchirure transfixiante du tendon du sous-scapulaire, dans ce cas-là, le long chef du biceps, il peut passer en intra-articulaire, dans le récessus antérieur, comme on le voit sur ce cas de l'IRM. Et un autre cas, c'est quand on a une déchirure du ligament coracohuméral et du tendon du supraépineux. Dans ce cas-là, ce sont beaucoup plus rares ces lésions-là. Le long chef du biceps, il peut glisser en superficie du tendon du sous-scapulaire, comme on a sur cette image-là. D'habitude, le plus fréquent, c'est les subluxations du long chef du biceps qui sont associées à des déchirures non transfixiantes du tendon du sous-scapulaire, comme on a sur cette image-là, où une partie du tendon, il est situé dans la gouttière bicipitale et une partie, il est dehors. On a la même image ici sur l'échographie. Par contre, on a également beaucoup de lésions de la poulie sans visualisation de luxation du long chef du biceps sur les images transverses. Et ça pose souvent un problème diagnostique. Dans ces cas-là, on peut être aidé, surtout si on a fait des arthro-IRM, par les images sagittales. Ça, c'est l'image sagittale normale, où on a ici le ligament gléno-huméral supérieur. Et ça, c'est l'image pathologique avec rupture du ligament gléno-huméral supérieur. Et également une migration un peu caudale du long chef du biceps qui vient en contact du tendon du sous-scapulaire. Ça peut être un signe qui nous aide pour diagnostiquer des lésions de la poulie sans luxation médiale du long chef du biceps. Par contre, on peut avoir malheureusement aussi des faux positifs. Ça, c'était un cas de faux positif où c'était diagnostiqué une lésion de la poulie exactement à cause de la migration un peu caudale du long chef du biceps. Et en arthroscopie, la poulie était intacte. Et je passe finalement maintenant aux omarthroses. On a deux types d'omarthrose. On a l'omarthrose centrée qui peut être d'origine, qui peut être primitive ou secondaire à une ostéonécrose, une arthrite, à des séquelles de fractures, de microtraumatisme ou d'une instabilité. Et on a les omarthroses excentrées qui sont dites excentrées, qui sont associées à une déchirure transfixion massive des tendons de la coiffe de rotateur avec une ascension de la tête humérale qui vient en contact de l'acromion avec finalement une acétabulation de l'acromion. Les omarthroses sont aisément diagnostiquées sur les radiographies. Déjà avec l'incidence de face, c'est bien de faire également les incidences en rotation interne et externe parce que la rotation externe peut accentuer le pincement de l'interligne gléno-humérale. L'incidence de NIR nous permet d'évaluer l'espace sous-acromial et l'arche coraco-acromiale et les incidences axiales nous donnent une idée sur une subluxation postérieure de la tête humérale et une rétroversion de la glène.
Là, on a les différents stades de l'homarthrose. Ici, pour une homarthrose centrée, là, c'est le stade 1 légère, 2 modéré et 3 avancé. Et en bas, on a les stades d'une homarthrose excentrée. Ici, sans diminution de l'espace sous-acromial. Ici, avec diminution de l'espace sous-acromial, légère signe d'homarthrose. Le stade 3, où on a une importante diminution de l'espace sous-acromial à cette ébolisation de l'acromion, et une homarthrose modérée. Le stade 4, où on a une homarthrose excentrée sévère. Et le stade 5, où on a une ostéonécrose de la tête humérale. Pour la planification préopératoire, si on envisage une prothèse de l'épaule, un scanner est nécessaire parce qu'il permet d'apprécier l'importance de la chondrolyse-ostéolyse, la présence éventuellement d'ostéochondrome, d'évaluer s'il y a une rupture de la coiffe de rotateur et l'espace sous-acromial. Tout ça, on peut aussi voir avec l'IRM, mais avec le CT, avec des reconstructions 3D, il peut surtout nous aider à mesurer le capital osseux de la glène pour choisir la prothèse, la rétroversion ou antéversion de la glène et la médialisation de la tête humérale. La rétroversion ou antéversion de la glène, on peut le mesurer sur les images 2D en prenant le grand axe de l'omoplate juste au-dessus du processus coracoïde pour tracer la ligne de Friedman, tracer une perpendiculaire à celle-ci et après voir l'ondulation de la glène par rapport à cette perpendiculaire pour mesurer le degré d'antéversion ou éventuellement une rétroversion de la glène. Par contre, les images 3D sont beaucoup meilleures, les reconstructions en 3D sont beaucoup meilleures parce que l'axe de l'omoplate, elle peut être influencée par la position de l'épaule dans le gantry au scanner ou à l'IRM. Le capital osseux, on peut le mesurer soit avec la méthode de Picot, en traçant un cercle dans la forme idéale de la glène et estimer le pourcentage de la glène manquante, ou avec la méthode paléoglénoïdienne en traçant de nouveau la ligne de Friedman dans l'axe de l'omoplate et après en prenant une perpendiculaire à cette ligne, passons par la partie la plus latérale de la glène et mesurons 3 points, la perte glénoïdienne de 3 points, le plus antérieur, le plus postérieur et le central, en évitant les ostéophytes. La classification de Wals, c'est une description anatomique de l'homarthrose qui peut guider la prise en charge chirurgicale, faciliter la communication entre les chirurgiens et donner un pronostic. Elle indique la version glénoïdienne et la relation entre la tête humérale et la glène. On a 4 types. Le type A, c'est l'homarthrose sans subluxation de la tête humérale. Le type B, c'est quand on a une subluxation postérieure de la tête humérale, qui peut être aussi associée à une érosion de la glène postérieure ou une importante rétroversion et ostéophytose de la glène postérieure. Le type C correspond à une dysplasie congénitale de la glène avec importante rétroversion. Et le type D, c'est quand on a une antéversion de la glène. On peut aussi mesurer les altérations de la tête humérale en mesurant la subluxation postérieure de la tête humérale avec l'index de subluxation gléno-humérale qui prend en compte la partie de l'humérus qui est postérieurement au milieu de la glène par rapport à la diamètre total. Si cet index est supérieur à 0,55, on a une subluxation postérieure qui est significative avec mauvais pronostic et décèlement précoce d'une prothèse anatomique. Et on regarde également la médialisation de la tête humérale, de nouveau avec la ligne de Friedman et la ligne paléoglénoïdienne.
On voit par rapport à la ligne glénoïdienne l'intrusion de la tête humérale qui est indicative de la perte osseuse pathologique. Pour conclure, on a parlé de la capsulite rétractile qui est souvent diagnostiquée par l'anamnèse et l'examen clinique, mais parfois le diagnostic est difficile et autres pathologies peuvent coexister. Dans ces cas-là, l'IRM est très performante dans le diagnostic de la capsulite rétractile. On a parlé des lésions du long chef du biceps qui sont souvent liées à d'autres pathologies de l'épaule et les lésions de Sapulli qui peuvent être subtiles et peuvent passer inaperçues lors de l'arthroscopie. Et de nouveau, pour ces lésions, l'IRM est l'examen de choix. Et on a finalement parlé de l'homarthrose qui peut être diagnostiquée aisément par les radiographies standards, mais on a besoin d'un CT avec des reconstructions 3D pour la planification de la prothèse. Et maintenant, je passe la parole au Dr Dietrich qui va vous parler justement du traitement de ces pathologies. Merci. Après cette excellente présentation d'Aphrodite sur l'imagerie des pathologies de l'épaule, je vais approfondir maintenant un peu la pathophysiologie et vous montrer le traitement thérapeutique. Donc, la capsulite rétractile est la plus fréquente des limitations fonctionnelles de cette articulation rencontrée en pratique clinique. Nous retrouvons une douleur et une limitation de la mobilité en actif et passif, c'est très important. La pathogénèse est complexe et reste quand même une grande partie inconnue. Il y a des médiateurs inflammatoires et fibroprolifératifs, avec initialement cette inflammation et prolifération synoviale et par la suite l'augmentation des fibroblastes et déposition de tissus collagéneux denses dans la capsule, un édème et épaississement de la capsule avec contraction de l'articulation. Donc, nous retrouvons trois phases, la phase inflammatoire, rétraction et la dernière phase, la récupération qui dure la plus longue. Donc, pour une récupération complète, souvent, c'est entre 1 année et 2 ans. Par contre, le pronostic est tout à fait favorable. 99% des patients récupèrent une fonction complète. Globalement, c'est un continuum inflammatoire-cicatrisation pour cette entité. La capsule rétractile peut être associée au diabète et la maladie du Dupuytren, mais n'est pas à l'origine. Après, il y a d'autres maladies qui sont aussi associées, comme des maladies de thyroïde, de rhumatisme, ou aussi la maladie de Parkinson. 2 à 5% de la population générale sont touchées. C'est surtout la 5e et 7e décennie, surtout les femmes, à 70%, et 70% c'est l'épaule non dominante, et à savoir 20 à 30%, la capsulite se manifeste aussi contralatérale. Il y a la capsulite rétractile primaire, son traumatisme ou autre lésion de l'épaule qui peut apparaître après un déménagement, par exemple. Et la capsulite secondaire avec des traumatismes articulaires ou périarticulaires, l'arthrose ou bien sûr une opération. On a cherché un peu les différents grades et on se base sur la limitation de la rotation externe. Le traitement est conservateur. Très rarement, un geste chirurgical avec release de la capsule est envisagé. On prévoit une infiltration dans la phase inflammatoire et on a pu démontrer que l'infiltration intra-articulaire est plus efficace que la sous-acromiale. La physiothérapie, mais avec massage et relaxation seulement, surtout dans la phase inflammatoire. Une hydrodilatation, c'est-à-dire une infiltration pour
dilater l'articulation. Et ceci est plus efficace avec des stéroïdes. Après, il y a le traitement médicamenteux des ANS et en cas de forte douleur, un schéma de cortisone peut être tenté. Mais à noter que tous ces différents traitements et quelqu'un qui ne fait pas de traitement spécifique amène au même temps de récupération à la fin. Le traitement chirurgical reste donc réservé pour des patients en cas d'inefficacité des autres traitements. Une opération peut être envisagée après 6 mois s'il n'y a pas d'évolution de la mobilité, mais jamais dans la phase inflammatoire. Nous réalisons donc une capsulotomie, libération du tendon sous-scapulaire et de l'intervalle, et libération de toutes les adhésions sous-acromiales. Et encore une fois, pas de réparation de coiffe sur une épaule gelée. Maintenant, nous parlons de la pathologie du long chef du biceps. À noter, c'est une des pathologies les plus fréquentes, mais aspécifiques des symptômes de l'épaule. Une omalgie antérieure qui irradie dans le bras ventral est le plus souvent indiquée par les patients. Et l'origine est multiple. Le long chef du biceps douloureuse peut être classifié selon l'âge. Il y a donc 4 catégories d'âge. Première catégorie, entre 15 et 30 ans, c'est des lésions SLAP. Nous avons bien vu dans la présentation antécédente. Juste encore une fois, il y a les 4 types de lésions avec des fissurations jusqu'à 11 de saut et prolongation dans la partie horizontale du long chef du biceps. Mais il y a maintenant plus de 10 différents types de lésions SLAP. Après, la deuxième catégorie, c'est les 30 à 40 ans. Nous retrouvons surtout les lésions du poulie ou de la coiffe antéro-supérieure, c'est-à-dire le sous-scapulaire ou le supraépiné antérieur. Ça peut amener à une instabilité et luxation du long chef du biceps, mais elle ne doit pas être associée. La troisième catégorie, c'est les 45 à 65 ans, avec des lésions dégénératives de la coiffe qui deviennent symptomatiques à cause des douleurs du long chef du biceps. Et la dernière catégorie, c'est de plus de 60 ans, avec des lésions avancées de la coiffe, des omatroses, et là, on retrouve aussi plus souvent des ruptures spontanées du long chef du biceps avec le signe de Popé que vous voyez sur cette image. Le traitement est chez ces jeunes, mais vraiment jeunes patients, c'est-à-dire moins de 25 ans, d'une refixation de la SLAP, une ténodèse du long chef du biceps chez les jeunes patients sportifs, plus pour l'aspect esthétique, parce qu'on peut également réaliser une ténotomie du long chef du biceps, ce qui est plutôt favorisé chez les patients de plus de 60 ans ou chez les femmes où on ne voit pas de signes de Popé. Ici, je vous ai amené quelques images du bloc opératoire d'une refixation avec 2 encres antépostérieures du tubercule supraglutienne pour une lésion SLAP. Donc, on voit bien comme le bourrelet part dans l'articulation et bien effiloché. Donc, nous allons le débrider, aviver l'insertion et mettre en place un fil qui va être fixé avec une encre antérieure et postérieure de l'ancrage du biceps. Il faut faire attention, pas trop serré pour que l'ancrage garde une certaine élasticité. La ténotomie du long chef du biceps est un traitement facile. On la réalise proche de son ancrage. Et le tendon se retracte et se bloque normalement dans la gouttière. Il peut avoir quelquefois des crampes dans les premières semaines et un signe de Popé est possible. Mais dans la pratique, je vois ça très rarement chez les femmes ou les patients plus âgés
qui ont un muscle important. La ténodèse du long chef du biceps est donc le traitement chez les gens plus jeunes et où on veut préserver une bonne forme de ce muscle. Elle est réalisée ou bien à l'entrée de la gouttière proximale, mais cet endroit-là est un peu délicat parce qu'on retrouve beaucoup de récepteurs de douleur et les 3 premiers mois, les patients décrivent à cet endroit souvent une douleur. Après, elle peut être réalisée dans la gouttière ou en sous-pectoral où l'os est plus dur et plus stable. Avec les années d'expérience, moi, j'ai changé pour cette dernière technique avec la fixation ici en bas avec une encre monocorticale qui cicatrise bien, où les patients n'ont pas de douleur et ne développent rarement un signe de Popé. L'omatrose. Je vais vous parler de l'anatomie, les types d'omatrose, le traitement chirurgical et aussi les complications. L'articulation glénumérale est une énatrose avec un ball and socket articulation, une tête humérale qui regarde en arrière avec un angle de 30 degrés envers la palette humérale. Souvent, c'est-à-dire dans 75% des cas, une glène rétroversée à 7 degrés. Sinon, il y a aussi des glènes antéversées dans 25% des cas et un angle de la tête humérale avec le col de 130 degrés. Il y a différents types d'arthrose. Nous avons déjà vu dans la présentation précédente, il y a l'arthrose centrée et excentrée. Et nous retrouvons une usure du cartilage, un pincement de l'articulation, une sclérose des berges et ostéophytes, un kyste et des kystes sous-chandrales, comme on retrouve aussi dans d'autres articulations dégénératives. Le traitement, d'abord, est conservateur. Nous pouvons faire la physiothérapie et réaliser une infiltration pour voir l'évolution des symptômes chez ces patients. Après, il y a les traitements chirurgicaux qui consistent dans une prothèse d'épaule. Donc, l'indication est une atteinte d'une ou deux surfaces articulaires, avec l'indication principale, la douleur intense et chronique, résistante au traitement conservateur, et une indication relative où on retrouve un degré de limitation fonctionnelle. Il y a les hémiprothèses qui sont plus ou moins abandonnées, les resurfaçages, surtout les bioresurfaçages chez des patients très jeunes avec, par exemple, un interpronat du gracile, avec bien sûr une fonction limitée. Et après, les prothèses totales, l'anatomique et la prothèse totale inversée. Si nous avons une arthrose centrée avec une coiffe compétente, nous allons donc mettre en place une prothèse anatomique, comme on voit sur ces images, avec différents modules. L'omatrose excentrée avec une coiffe incompétente sera traitée par une prothèse inversée, mais il est important que le deltoïde est fonctionnel. La prothèse totale inversée remplace donc la fonction, mais pas l'anatomie. Nous avons commencé à mettre ces prothèses il y a environ 30-40 ans avant, avec une idée assez révolutionnaire, en descendant et en médialisant le centre de rotation. Ceci amène à une diminution des contraintes sur le composant glénudien. Des fibres du deltoïde antérieur et postérieur fonctionnent comme abducteurs dès les premiers degrés de l'abduction et une restauration et amélioration de la tension du deltoïde, de la force est donnée et une augmentation du bras de levier du deltoïde. Inversé,
Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, on met le ballon sur la glène et le socket va être sur l'humérus. L'indication est donc une atteinte dégénérative qui touche les deux versions articulaires, associée à une incompétence de la coiffe des rotateurs et un muscle deltoïde fonctionnel. Nous devrons donc, comme vous avez vu aussi dans l'examen clinique, toujours tester le nerf axillaire et le muscle du deltoïde. Et en cas de doute, réaliser en préopératoire un EMG. Parce que s'il n'y a pas de fonction du deltoïde, la prothèse ne va pas fonctionner. Ici, vous voyez, donc, comme le deltoïde, il reprend la fonction selon ces différents faisceaux de rotateur externe par le faisceau postérieur et rétropulseur, le faisceau antérieur pour une rotation intérieure et une antipulsion et le faisceau moyen comme abducteur. Maintenant, il y a de plus en plus des prothèses stemless, c'est-à-dire des implants sans tige qui sont mis en place. Nous avons moins de pertes osseuses, le fuméral ne doit pas être ouvert, donc il y a moins de saignement et la préparation est plus rapide et le temps opératoire diminue. Différemment au résurfaçage au niveau de la hanche, ces prothèses fonctionnent très bien et nous avons un recul plus de 10 ans. Après, l'autre aspect important, c'est la modularité. Comme ça, si on met en place une prothèse anatomique, on peut la convertir dans une prothèse inversée. Vous voyez donc qu'on peut facilement changer les pièces mobiles et réaliser cette opération dans une trentaine de minutes. Et comme ça, dans des cas d'insuffisance de la coiffe du rotateur qui arrive avec le temps et l'âge, redonner une bonne fonction à cette prothèse, à cette épaule, sans changer les pièces qui sont très probablement bien intégrées dans l'os. Les complications sont une insuffisance du deltoïde par une lésion du nerf axillaire, mais aussi en cas de tension trop grande en cas de distalisation de la prothèse ou des fractures de l'acromion. Une instabilité antérieure, par exemple avec rupture du sous-scapillaire, une réparation insuffisante, une tête qui est trop grande, une rééducation agressive ou bien sûr aussi une malposition des implants. Une encoche glénoïdienne était tout au début un grand problème avec un tiers jusqu'à 50% de décèlement avec les années à cause de cette encoche que vous voyez sur l'image à droite. Mais avec les nouveaux designs de ces prothèses qui sont encore améliorés, actuellement on discute beaucoup la latéralisation des prothèses inversées. Nous avons bien plus réduit que 12%, c'est encore ces derniers chiffres, cette complication. Après, il y a des infections, comme pour toute prothétique, mais c'est rare, 0,5%, et des lésions neurologiques du nerf axillaire, musculocutané, radial, ulnaire, par une traction excessive, une compression ou une section accidentelle. L'infection reste quand même quelque chose qu'on ne peut pas toujours maîtriser, mais on peut bien sûr traiter. Ici à gauche, vous voyez un fistule chronique récidivante causée par une prothèse infectée. Dans ces cas-là, s'il ne s'agit pas d'une infection précoce dans les premières semaines où on peut juste faire un lavage, débridement et changer les pièces mobiles, enlever toute la prothèse, mettre en place un spacer, faire une thérapie antibiotique en IV et par la suite réaliser une réimplantation d'une nouvelle prothèse. Le suivi des implants est rassurant. Les hémiprothèses, comme je vous ai dit, que nous avons abandonnées, amenaient quand même assez souvent à des révisions. Par contre, les prothèses totales, nous avons 97% de survie à 10 ans et 40
84% à 20 ans. Et il faut dire, c'est encore plus élevé chez les patients âgés car les articulations remplacées sont soumises à des contraintes moins importantes. Donc, comme pour toute prothétique, nous devons essayer d'éviter l'implantation d'une prothèse chez les patients trop jeunes. En conclusion, nous pouvons dire que la capsulite rétractile de l'épaule est fréquente dans les limitations fonctionnelles, le traitement est conservateur, les pathologies du long chef de biceps sont souvent l'origine des homologies antérieures, l'infiltration de la gouttière bicipitale peut être réalisée pour but thérapeutique et diagnostique, et la ténodèse ou ténotomie du long chef du biceps est un geste chirurgical efficace avec peu de complications. Peut-être juste, surtout le risque de signe de Popé, ça c'est quelque chose qu'il faut communiquer en préopératoire aux patients. Donc, les hémiprothèses qu'on a abandonnées, voilà, c'est chez les très jeunes où on n'a pas trop d'autres alternatives. Les prothèses totales de tube anatomique, c'est quand la coiffe des rotateurs est compétente. Et c'est une indication pour l'omatro centré. Et les prothèses totales de tube inversé, si la coiffe des rotateurs est incompétente et le deltoïde reste fonctionnel. L'indication pour les prothèses reste l'intensité de la douleur et est relative par rapport à la mobilité de l'épaule. Le follow-up sont des longs programmes de rééducation. Il faut donc une bonne motivation des patients, mais c'est moins long que, par exemple, une reconstruction de la coiffe des rotateurs parce qu'on va privilégier une reprise des mobilités en post-opératoire et la vie quotidienne assez rapide. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, bonjour. Alors, on est au chat. Voilà déjà une première question qui est venue. Je ne vois pas la première question, on est au sommet. Voilà. Bonjour, à partir de quel âge et de quel degré d'arthrose peut-on proposer une prothèse d'épaule? La question, Alexander. Alors, c'est comme pour toute prothèse, la hanche, le genou, aussi l'épaule. Il y a toujours le problème délicat en cas de mise en place d'une prothèse trop jeune, qu'il est fort probable d'un jour la réviser. Et si on met une prothèse inversée, c'est déjà la prothèse de révision, donc on n'a plus grand manœuvre. C'est pour ça qu'il faudra environ, on peut dire à partir de 70 ans, on est tranquille de mettre en place une prothèse. Mais il y a toujours des cas aussi exceptionnels, particuliers. Il faut discuter avec le patient et voir l'âge biologique. OK. La question suivante, ça sera pour la doctoresse Aphrodite Sernopoulou. Comment différencier une capsulite rétractile d'une arthrite inflammatoire de l'épaule à l'IRM? La question est intéressante parce qu'on se l'est posée déjà pendant la séance de conférence. Merci Aphrodite. La capsulite rétractile, elle touche la capsule. Que la capsule, on a une inflammation de la capsule, des fois aussi avec des parties molles autour. D'habitude, il y a quasiment pas d'épanchement du tout. Souvent, c'est très peu de liquide intra-articulaire. À la différence d'une arthrite inflammatoire, qu'on a souvent un épanchement intra-articulaire, on peut avoir des corps intra-articulaires aussi risiformes en cas d'une paire, par exemple. Et également, on a dans une arthrite inflammatoire un œdème osseux, une chondropathie qu'on n'a pas dans des cas de capsulite rétractile. À la capsulite rétractile, on a que cette inflammation de la capsule, elle est très typiquement dans les endroits, l'intervalle des rotateurs et la capsule axillaire. C'est assez typique comme image. Elle est souvent parlante aussi. Souvent, des patients viennent pour à la recherche d'une autre pathologie à l'IRM,
Et on voit vraiment les signes très classiques de la capsulite rétractile avec les signes que j'ai décrits pendant la présentation. Et on peut bien différencier avec les autres, la différencier des autres pathologies. Voilà, merci. La question suivante, concernant la physiothérapie pour l'épaule gelée. Nous avons parlé de massage, mais je trouve que même la mobilisation passive peut aider. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, la physiothérapie doit vraiment être individuelle et adaptée. Le pire, c'est quand l'épaule est bloquée à cause d'une capsulite et on force dans la phase inflammatoire et on essaye de gagner des amplitudes et le patient, il a très mal. Ça, c'est vraiment le pire parce que ça va péjorer la situation inflammatoire. Mais bien sûr, on peut bouger une épaule gelée aussi en passif. Il faut adapter aussi selon les phases, si on est dans la phase 1, 2 ou 3. OK. La question suivante, quel protocole IRM optimal pour poser le diagnostic de capsulite rétractile, arthro-IRM avec injection IV de gadolinium, point d'interrogation. Alors, pour la capsulite rétractile, d'habitude, on n'a pas besoin d'injecter de contraste intra-articulaire, pas de faire une arthro-IRM. Plus c'est un geste invasif, on n'a vraiment pas de raison. On a classiquement les images, des images typiques de capsulite sur une IRM standard, mais une injection IV de gadolinium, ça aide beaucoup pour le diagnostic parce que c'est vraiment très parlant les images avec le rehaussement aux endroits typiques de la capsule. Si jamais on arrive à faire une arthro, on fait une arthro-IRM à la recherche d'autres lésions, on peut avoir lors de l'arthrographie des signes typiques de capsulite sous forme d'une importante résistance quand on injecte le produit de contraste. Et aussi sur les images après de l'IRM, si on arrive à injecter toute la quantité qu'on met d'habitude, les 12 cc de contraste, souvent sur les images, on voit qu'il y a une importante suffusion du produit de contraste dans les parties molles autour du muscle sous-scapulaire en raison justement de l'importante résistance de la capsulite. Alors, on peut aussi diagnostiquer à une arthro-IRM, mais on n'a pas besoin d'une arthro-IRM pour diagnostiquer la capsulite rétractile. Si j'ai bien compris, les traitements de la capsulite rétractile sont difficiles, peu efficaces. Semble-t-il, le seul traitement qui a été reconnu avec une efficacité d'exigence forte, c'est l'injection de corticoïdes. Dans quel délai faut-il pratiquer cette injection? Alexander. C'est surtout dans la phase inflammatoire. Donc, au début de la capsulite rétractile, là, c'est où vraiment cette infiltration est le plus efficace. Quand il n'y a plus d'inflammation, l'épaule est seulement rétractée, il y a moins de bénéfices de cette infiltration. Souvent, après 6 mois, cette phase inflammatoire est dépassée. Alexander, peux-tu nous dire encore un mot sur la mise en place des ballons dans l'omarthrose? Ça, c'est un traitement qui n'a jamais pu démontrer un bénéfice à moyen ou à long terme. Il est normal que à court terme, si on augmente l'espace en sous-acromial, que le patient est soulagé, il a moins de douleur et il va aussi bouger un peu mieux son épaule. Mais il y avait aussi pas mal de complications de ces ballons qui ont déchiré et ont fait des irritations sous-acromiales. Donc, c'est jamais devenu un traitement qui était pratiqué sur plus de patients. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions sur le chat. On a fait le tour des questions ici autour de la table. Je me permets de vous faire un rappel. Vous allez recevoir un email
avec les indications permettant d'obtenir le certificat de participation. Donc, après avoir rempli cet email, vous allez recevoir automatiquement, comme la dernière fois, votre certificat de participation. Je me permets encore de vous faire un petit rappel. Prochain webinaire 2022, le titre « Cycle de formation, médecine et intelligence artificielle ». Vous allez recevoir prochainement un email concernant cette formation 2022. Je remercie tout le monde de votre participation. Je vous souhaite un bon fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.